Alors, Odile Tsouganas nous a rejoint ici à Mémoire et Vigilance, à chacune de ses parutions, que ce soit pour mosaïque ou reconstitution d'une mémoire, dans le collectif Lituanie juive et pour faire connaître, bien sûr, les nouvelles de ton oncle David Umrou à la croisée des chemins. Alors ce soir, elle nous vient avec un beau livre, Saga d'une famille juive de la cour de Catherine II à la France d'aujourd'hui, publié aux éditions Jourdan, dans lequel elle retrace l'épopée de sa famille, encore une fois originaire de Lituanie. Et je le dis haut et clair, il s'agit d'un acte de mémoire pure, et tout part, chère Odile, du retour aux sources, et je vais te citer page 13, parce que tu donnes le tempo de ton ouvrage, de ta quête, voilà ce que tu dis, et ça va lancer notre conversation. Le premier quart de ma vie s'est passé en Normandie, où ma famille est venue se fixer. J'ai toujours éprouvé le désir lancinant de comprendre et connaître le passé de mes ancêtres. J'en témoigne, c'est vrai. Géographiquement, ce passé était situé derrière un rideau de fer, au-delà duquel il était difficile d'accéder. Double tragédie, car c'est aussi dans ce monde qu'avait eu lieu l'éradication d'une population visée sous le prétexte qu'elle était juive. Alors si tu veux bien, on va revenir aux sources. Parce que c'est vrai, je te connais, et ça fait très longtemps que je dirais ce retour aux sources, c'est-à-dire cette quête sur la trace des ancêtres, des aînés au fond, eh bien c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Oui, beaucoup, et qui m'a hanté toute ma vie. Toute ta vie. Voilà. Alors revenons un petit peu sur ce retour aux sources. Comment, au fond, tu as finalement décidé, parce que il faut savoir que Umrou, c'est l'oncle, c'était ton oncle. Oui. Tu lui avais consacré donc, je dirais tout un travail, bien sûr. Mais à partir de quand tu te décides au fond à revenir, je dirais plus précisément sur la trace des tiens, qui remonte, on le voit, très haut, je dirais, dans l'histoire, 18e siècle. Alors, comment ça s'est passé chez toi? Quel a été le déclic, au fond? Eh bien, écoute, le déclic, c'est que après Mosaïque, comme l'avait dit Henri Boulavko dans sa préface, il avait dit que il avait deviné que une prémonition que j'en avais pas terminée avec la mémoire, et il avait raison. Oui. Et ensuite, j'ai continué. Petit à petit, j'ai ramassé des informations. Il y a eu des moments de pause parce que c'était pas toujours facile. Et puis j'ai fait des découvertes. Et alors, quand j'ai fait je n'allais pas au-delà de mes grands-parents, aussi bien maternels que paternels. Et à un moment donné, j'ai découvert que ma famille paternelle et maternelle, paternelle du côté de mon père, était originaire de Zaslaï en Lituanie. Et que la personne vers laquelle on remontait, c'était 1745. 1745, c'est l'arrivée de la future Catherine II qui arrive en Russie. Et je me suis dit, quel heureux. Et puis, au cours de mon nombreux voyages en Lituanie, j'ai été à Alytus. Et à un moment donné, on m'a fait visiter la synagogue où allaient mes parents, etc. Et à la fin, pour faire diversion, les personnes de l'hôtel de ville et l'architecte m'ont dit, on va vous faire découvrir un monument. Un monument? Ah bon? Qu'est-ce que je vois? Le monument Normandie-Niemen. Oui, le fameux, l'escadrille Normandie-Niemen, dont on parle pas tellement souvent, en fin de compte. Oui, c'est un peu méconnu. C'est un peu méconnu. Oui. Mais j'ai connu un ancien de Normandie-Niemen qui avait le visage brûlé, du reste. C'était un ami de mon oncle. Ah bon? Et j'ai su très jeune que c'était vraiment je dirais une escadrille héroïque, parfaitement extraordinaire. Oui. Et alors, dans cette escadrille, pourquoi on a choisi Normandie? Parce qu'il y avait des tas de noms qui étaient accordés aux différentes régions de France. Il y en avait un qui était originaire des Andelys, en Normandie. Et je me suis dit tout de même, Alytus, où ma famille maternelle s'est implantée. Ensuite, il y a ce Normand, la Normandie, il y avait la Seine, il y avait le Niemen. Petit à petit, il y a tout des tas de fils qui ont convergé vers ma famille, vers l'histoire. Et en même temps, j'ai envie de te dire, plus tu avances,
plus tu as envie de savoir. Je dirais, c'est ça qui est extraordinaire. On le sent très bien dans ton ouvrage, et tu ne laisses rien de côté. Je veux dire, tu veux tout voir. C'est-à-dire que tu te transportes sur les lieux mêmes, et c'est pas sans émotion, du reste, parce que, au fond, j'ai presque envie de dire que c'est un voyage d'une rencontre posthume, cette affaire. Oui. C'est une rencontre posthume. Écoute, tu es d'accord? Je suis entièrement d'accord. Voilà. Et là, vraiment, tu décris très très bien. Oui, non mais parce que je l'ai ressenti. Oui, je l'ai ressenti comme ça. D'autant plus, parce qu'il faut quand même le dire, la famille s'implante à Rouen. Oui. Dont tu es originaire. Oui. Rouennaise. Voilà. Oui. De Rouen, en Normandie. Oui. Et il faut dire que aussi bien papa que maman, comme de nombreuses familles, pour ne pas faire ce qu'on appelle une donation de souffrance envers ses enfants, donc ta sœur et toi, ils n'ont pas beaucoup parlé, tu es d'accord? Non. Ils n'en parlaient pas. Il y avait de temps en temps une réminiscence comme ça, au détour d'une conversation. Ah oui, à Alité, etc. Alité, c'est le nom yiddish d'Alitus. Oui. Ah oui, ou à Yévier, etc. Et alors, moi, j'emmagasinais dans mon inconscient. C'est ça. Jusqu'au jour où il y a eu cette... j'ai pu aller en Lituanie où je voulais, parce qu'avant, on pouvait y aller, mais on ne pouvait aller qu'à Vilnius. On ne pouvait pas bouger, hein. Alors moi, avoir des entraves... il faut rappeler les choses, c'est-à-dire que avant l'indépendance des pays baltes, c'est-à-dire qu'ils tombent en 92-93, on ne pouvait pas s'y rendre. Non. Des voyages comme ça, c'était pas possible. Or, à la faveur de l'indépendance, à ce moment-là, tu as pu dire. C'est ce que nous avons fait, du reste, je te le rappelle, avec Serge Klarsfeld, puisque avec les descendants, les proches du convoi, en 93, nous nous sommes portés donc à la rencontre des déportés du convoi 73, 878 hommes qui sont partis donc de Drancy le 15 mai 1944. Et là, je dirais, nous également, on s'est porté sur les lieux que tu connais bien, aussi bien en Estonie que en Lituanie, et en particulier au niveau du fort Neuf, fort redoutable, qui était un centre de mise à mort. Nous avons découvert dans la grande cellule que nous sommes 900 Français, donc cette inscription qui avait été gravée sur le mur par les déportés. Ainsi, et je voudrais le rappeler également pour lui rendre hommage, parce que c'est un ami cher qui a disparu il y a pas si longtemps, qui était Jacques Toros, qui découvrait ce jour-là le nom de son frère. Sur ça doit être bouleversant. Et c'était terriblement bouleversant. Alors ce fort, évidemment, tu le connais. Tu connais aussi la communauté. Je voudrais revenir peut-être, avant de parler de la famille, rendre hommage. Tu as parlé d'Henri Bulavko. Et il faut parler aussi de quelqu'un qui nous a été cher à tous les deux aussi, qui est Henri Minzeles. Parce que quand le livre Lituanie juive, il est évident qu'ils sont présents tous les deux, et ô combien. Absolument. Je me souviens quand on est allé en Lituanie, il y avait Henri, il y avait des tas de gens que tu dois connaître, etc. Léa, sa femme, et d'autres personnes. Et on était bouleversés. Et ça a été un voyage extraordinaire. Extraordinaire. Alors, on parlait d'Henri Bulavko, donc il avait été un peu prophétique pour toi, parce qu'il avait senti que, au fond, c'est quelque chose qui te tenait à cœur, et il voyait pour toi un destin, je dirais, d'historienne, entre guillemets. Non, on est bien d'accord, au sens le plus large, au sens même le plus noble, c'est-à-dire familial du terme, et c'est comme ça que, au fond, tu l'as écouté d'une certaine manière. Absolument, et je regrette qu'une chose, c'est qu'il ne soit pas là. Parce qu'il aurait été très heureux. Effectivement. D'autant que je le disais, c'est pour moi un acte de mémoire pure. Pourquoi? Parce que en fait, se porter sur les traces, c'est tout simplement faire revivre les siens. Absolument. Et j'en veux pour preuve, quand je feuillette cet ouvrage, eh bien, il y a toute une iconographie, mais surtout des photos. Et Dieu sait si les photos sont parlantes. Je prends par exemple, à la page 132. Elle est touchante cette photo. On voit Fanny et Bernard. Comment tu les appelles? Psarisky. Rouen 1914. Lui, il est en tenue de soldat. 1914, avec sa femme qui tient sa tête sur le côté et il a la main sur son épaule. Est-ce que tu peux me la commenter cette photo? Eh bien, comme tu dis, elle est excessivement touchante. Et on voit d'abord que
mon oncle. C'est ça, c'est ton oncle. Mon oncle, il s'est porté volontaire. C'est tout ça. de suite, on voit le rôle des Juifs. Tout à fait. Qui adhéraient c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Qui s'intégraient très très bien à la France. Oui. Et on le voit. Oui. Et on voit Fanny avec la main posée sur son épaule et avec une grande tendresse. Oui. Oui, c'est ça. Et elle est émue. On sent aussi qu'elle est émue. Oui, avec un beau sourire. Hein. Avec un beau sourire, parce que lui, il représente, dans son costume de soldat, c'est ça. Il représente la France. C'est ça. Les gens qui sont venus en France, qui se sont intégrés et qui veulent la défendre. C'est ça. Alors, bon, on rappelle sa mémoire. Il s'est éteint à Rouen. Oui. C'était en 1928. Oui. Et sa femme, elle a survécu un peu plus tard. Oui. Elle est décédée le 24 juin 1934. Oui. Et tu dis, elle avait un petit chien oui. qu'elle aimait beaucoup, du nom de Prince. C'est maman qui m'avait dit ça au cours d'une conversation, ça. Et j'ai retenu le nom du petit chien. Du petit chien Prince, un pauvre. Et le couple, donc, est réuni au cimetière monumental dans l'ancien carré juif. Alors, bon, si on revient un petit peu à Rouen, que tu connais bien. Oui. Rouen, ça a été une ville médiévale. Oui. Avec une forte communauté juive autrefois. Ah oui, ah oui. Quelles étaient les traces de ton enfance sur le plan juif à Rouen? Eh bien, sur le plan juif, il y avait une grande communauté. Il y a les juifs les plus anciens de Rouen venaient d'Alsace. Parce que au moment de la guerre de 70, et ensuite, ils ont pas voulu faire partie de l'Allemagne, donc ils sont venus à Rouen. C'était des tisserands, c'était des drapiers, c'était etc. Donc il y avait et ça. Et ensuite, après la guerre et avant la guerre, il y a eu cette communauté ashkénaze qui est venue, dont faisaient partie mes parents, etc., etc. Et des 300 familles juives qui existaient à Rouen, après la guerre, ils n'en sont restés que 30. C'est ça. Ah oui. 30. Oui, oui. Et alors, bon, rappelle-nous un petit peu ce qui va se passer pendant l'occupation pour ta famille et toi, et ta sœur. Pour ma famille, on est venu, la police française est venue chercher papa un soir et ils ont sonné, etc. Ils étaient à table et maman qui a répondu et il dit on vient chercher votre mari, etc. Et elle est allée le voir, il a dit je me laisserai pas prendre et il est parti, il s'est sauvé par la grille du jardin. Alors les deux hommes qui étaient là, les deux Français qui venaient le chercher, ils ont dit bon on va revenir vers 21h. Et 21h, elle a dit ils ont vu, là ils sont rentrés. Ils sont venus à 21h. Ils sont revenus à 21h, ils sont rentrés et il y en a un même qui je te dis ce que maman m'a raconté, il y en a un qui a sorti un revolver et l'autre lui a baissé le bras. Il a dit ça se passera pas comme ça. Oui. Et mon père s'est sauvé. Il a été chez des voisins un peu plus loin et comme il avait été démobilisé dans le Gers, il s'est sauvé en zone libre dans le Gers. Et tout de suite après, il y a quelqu'un de la préfecture de police de Rouen qui est venu prévenir maman, qui lui a dit écoutez madame, il faut que vous partiez avec vos enfants parce que ça va aller mal pour vous. Et c'est ainsi que maman a franchi la ligne de démarcation avec un passeur. Et bon, avec toute ma pudeur, toi, tu avais quel âge à ce moment-là, toi? J'avais 2 ans. T'avais 2 ans. Oui, à peine. Oui, j'avais 2 ans. Et ta sœur, ma sœur avait 6 ans. Avait 6 ans, voilà, elle est un petit peu plus... 8 ans, pardon. 8 ans. C'était en 42. Oui. C'était en 42. Oui. Alors, revenons un petit peu, on va reprendre un petit peu l'histoire. D'abord, il y a quelque chose qui t'est cher, on dit Mont-Yévier. C'est Vievis en fait, en lituanien. Explique-toi autour de ce nom. De ce nom, Vievis, c'est un petit shtetl de Lituanie, dans la région de Trakai. Il est situé au bord d'un lac. Oui. Et la première fois que j'y suis allée, naturellement, je cherchais comme par un miracle la maison familiale. Et naturellement, je l'ai pas trouvé. Mais après, j'ai eu la chance parce que j'avais une cousine en Israël sa mère était née à Vievis et il y avait quelqu'un qui avait émigré de Vievis, un des rares survivants, qui lui a dit où se trouvaient toutes les maisons familiales. D'accord. Alors, j'ai découvert
toutes les maisons familiales. On marque une petite pause. Retour dans l'émission Mémoire et Vigilance en compagnie de Odile Souganas pour Saga d'une famille juive, de la cour de Catherine II à la France d'aujourd'hui, publiée aux éditions Jourdain. Alors, je voudrais peut-être te citer, puisqu'on parle, j'arrive pas à le dire de reste, comment tu dis Vievis? Vievis. Vievis. Voilà, Vievis. Voilà, en lituanien, Vievis. Oui. Vievier en yiddish. Oui. Alors, d'abord, tu as une belle plume. Non, mais c'est vrai, tu as une belle plume, je le dis, parce que, bon, c'est une lecture agréable. Et tu dis, on est à la page 38, de ta jeunesse, papa, tu ne m'en as touché que 3 phrases au terme de ta vie, en confidence. C'était à la fin d'un week-end, au bord de la mer, en Normandie. Nous rentrions à Rouen, d'où je prendrais le train pour Paris. Il avait été difficile de te convaincre de me laisser conduire, car tu aimais rouler vite, trop vite. Malgré cela, aucun accident ne t'est jamais arrivé. Tu étais un excellent conducteur, vif, rapide, audacieux, avec de bons réflexes. Ce qui me fait penser à une de tes sœurs, Sarah, partie en Amérique, connue pour conduire comme un bolide. Alors, ce qui est frappant dans cet ouvrage, c'est que, au fond, c'est vrai que tu reviens sur ton intimité de ton enfance, de ta jeunesse, de tes voyages aussi, de tes rencontres que tu vas faire, et on s'aperçoit que c'est une famille éparse, qui a des racines partout. Absolument. Ça a été, alors, un ouvrage comme ça t'a demandé beaucoup de temps. Ah oui, énormément. Hein? Énormément, parce que, si tu veux, je glanais des tas d'informations, mais je les avais, mais c'était difficile de pouvoir les réunir pour en faire un tout, tu vois. Ça. Et petit à petit, il y a des moments, si tu veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais un petit peu là, je me suis dit, j'y arriverai jamais, et d'un seul coup, ça reprenait. Oui, il y a une sorte de puzzle qui se reconstitue. Ça, voilà, exactement, t'as les mots justes. Hein. Oui, un puzzle, et en même temps, je dirais que, bon, il y a beaucoup d'entrées, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Oui. On s'aperçoit que c'est une famille extrêmement riche en personnes. Oui. Hein. Et donc, l'intérêt de l'ouvrage, c'est que tu n'oublies personne, chacun est mentionné, chacun a son portrait, chacun a son histoire. C'est, encore une fois, la raison pour laquelle j'estime que c'est véritablement un acte de mémoire pure. Si tu fermes les yeux comme ça, et que on fait un petit peu le point aujourd'hui de la famille, proche ou lointaine, quels sont ceux qui t'ont le plus marqué? Écoute, c'est difficile comme question. C'est très difficile. Oui. Je dirais ma grand-mère qui m'a hantée parce que j'avais pas de socle, j'avais pas de tronc. Oui. J'étais amputée d'une famille. C'était des fantômes dont on ne parlait pas. Et ensuite, j'ai été vraiment marquée, fascinée par mon oncle David Umrou, on qui va était en parler. Écrivain. Oui, voilà. Et alors ensuite, ça j'en ai parlé. Et ensuite, il y a eu le portrait des tantes de maman, mes grands-tantes, Raillé et Sarah. Oui. Et puis il y avait aussi mon arrière-grand-père maternel, Hirschwolf Meyerowitsch. Et puis j'avais pas tellement accordé d'intérêt à ma grand-mère paternelle. Et au fur et à mesure que je me suis pensée, je me suis dit que j'avais été très injuste envers elle, parce qu'en fait, c'était une femme excessivement courageuse, qui a vu la plupart des chiens mourir, etc., son mari mourir, sa fille aussi. Une femme très digne. Très, très digne. Oui, et ça m'a fait penser au livre d'Israël Zinger, Le Monde d'hier, je le mentionne, qui est un livre magnifique. Et alors là, j'ai commencé à m'intéresser à elle, à sa psychologie, à comment elle pouvait être, etc. Ça devait pas être une femme facile, mais on avait intérêt pas facile à cette époque pour s'en sortir. Oui. Alors, ce qui frappe, je vais te dire, moi, mon sentiment, c'est que souvent, dans les rapports que nous avons avec nos êtres, même les plus chers, c'est souvent un rapport un peu décalé. C'est-à-dire que dans l'instant, on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Et il faut qu'ils disparaissent pour se dire, mais j'ai perdu
toute, je dirais, toute une richesse. Oui, les sources. Voilà. Et donc, en fait, cet ouvrage-là, j'estime que d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle en hébreu un tikkun. C'est une réparation, parce que en fait, tu leur redonnes vie, et puis en même temps, je dirais que tu te livres aussi. C'est ça qui touche. Moi, je dois dire que bon, le passage de la disparition au moment où ta mère quitte ce monde, c'est bouleversant. Oui, ça a été très dur. Ça a dû être très dur pour toi. Très dur. Très dur. Ouais. Très dur. Ouais. Très dur. Et je dirais que en même temps, tu dis vrai, tu t'exprimes avec sincérité. C'est ça qui touche. Alors, revenons à Oumrou. Parce que Oumrou, là aussi, il faut le dire, c'est un grand oublié, d'une certaine manière. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Alors, il y en a d'autres qui ont tous les honneurs, les Schutzkever, etc. Bon. Oui. Mais lui, c'était un homme d'une richesse incroyable. Ah oui, absolument. En plus, très artiste. C'était un artiste au fond de l'âme. Voilà. Il était peintre, il était photographe aussi, et puis il s'est tourné vers la littérature parce que c'était comme ça. À l'époque, Kovno, c'était la capitale, et il y avait une effervescence littéraire avec la Young Vilnius, ils arrivaient, etc. Mais je suis contente que tu m'en parles, parce que là, je reviens d'Israël. Oui. Pourquoi j'étais en Israël? Parce que j'ai voulu donner une copie des livres en yiddish de mon oncle, et le président de l'association Daniel Galay de la Levick House à Tel Aviv a décidé et a été tellement conquis par l'écriture. Moi, je peux pas juger son écriture. Je lis pas le yiddish. Et il m'a, au bout de 2 jours l'année dernière, quand j'y suis allée, il m'a dit, Odile, je veux absolument republier Oumrou en yiddish. Je n'en revenais pas, ça veut dire lui redonner vie. Mais alors, attends, du côté, par exemple, du centre yiddish, là, à Paris, là, par exemple, oui. On connaît Yitzhak Nborski. Oui, c'est un grand yiddishiste. Voilà. Il a sûrement été intéressé par l'œuvre de c'est-à-dire que, en fait, quand Schutzkever m'a donné le livre original qu'il avait sauvé à travers les égouts de Vilna, les brigades de papier, eh bien, moi j'avais envie de savoir ce qu'il racontait. J'ai fait traduire les nouvelles. Et à cette époque, la Maison de la Culture Yiddish avait une maison d'édition. C'est ça. Et cette maison d'édition, j'ai donné les documents, les photos, j'ai écrit les repères biographiques, la préface, etc. Pas la préface, mais enfin une petite préface. Et on en a parlé une fois à la sortie du livre, c'est tout. Et puis depuis. Parce que bon, c'est un ouvrage des ouvrages qui peuvent être aujourd'hui étudiés. Il est très moderne. Très moderne, exactement. Il est très moderne, voilà. Je reviens avec ça. Tu vois. Donc publié en yiddish, hein. En langue originale. En langue originale. Et alors il a lu des textes d'Alain Galay en yiddish, j'ai tout compris. C'était un très beau yiddish. Et ça se passait donc à Tel Aviv? À Tel Aviv, et il y y avait un très grand acteur américain. Qui était il y a quelques jours. C'était le 22 novembre. Eh ben voilà, Le 22 novembre. Ah oui. Oui. Alors je voudrais te lire un petit peu ce que tu dis autour de Oumrou. C'est à la page 1, tu dis Yacoub Yossadeh, hein, donc c'était un ami proche à toi, hein, m'a confié lorsque je l'ai rencontré à Vilnius en 92, donc c'était lors de ton premier voyage, hein, qu'il s'était connu en 35 à Kaunas. Grâce à leur intérêt commun pour la littérature, il admirait son talent et son caractère discret, son sens de l'humour, son calme, l'opposé de lui qui aimait faire de l'esbrouf. Il m'a aussi raconté qu'Oumrou avait pris ce nom de plume car il signifiait inquiétude, agitation, trouble, choisi parce qu'il correspondait à l'idée d'opposition. Il voulait faire bouger, ce qui complète la compréhension de sa personnalité. Chacun l'a perçu avec son tempérament et la manière dont il menait sa vie. Ida m'a parlé de lui avec la même pensée et a utilisé le mot « restless », non pas dans le sens d'agité, mais bouillonnant d'idées. Et tu termines comme ça, un adjectif commun m'a frappé, utilisé par les quelques personnes qui l'ont connu, et m'ont parlé de lui, celui de solide. Il était obsédé par le temps. En russe, Oumrou signifie aussi « je mourrai ». Terrible. Donc, c'est un homme, c'est un artiste,
torturé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un agitateur d'idées, c'est-à-dire quelqu'un qui réinvente sa vie en permanence. Oui. Et je pense qu'effectivement, on ne peut être que, je dirais, fasciné par ce personnage. Oui. Il t'a accompagné dans ta jeunesse aussi. Ah oui. Est-ce que tu peux dire que c'est une sorte de maître à penser pour toi, d'une certaine manière, ou un modèle? Maître à penser, non, parce que j'avais pas lu ses écrits. Oui. Mais pour moi, c'était une figure emblématique qui me lancinait. Oui. J'avais mis sa photo dans ma petite mansarde où j'avais élu domicile à Rouen, qui dominait la ville. On avait un paysage sur la ville absolument magnifique, avec la cathédrale, avec toutes les églises de Rouen, magnifique. Alors le pauvre, sa vie, 30 ans, voilà, assassiné à 30 ans. C'est dramatique pour lui, c'est une tragédie. Oui. Parce que il termine sa vie d'une manière effectivement épouvantable. Et alors, par contre, il y a un trait de lumière. Et ce trait de lumière, c'est que tu te portes au chevet de ta mère, enfin, tu vas voir ta mère, et tu lui annonces que tu vas faire traduire les nouvelles de Umoru. Oui. Et qu'elles seraient donc probablement publiées. Et tu dis, elle fut émerveillée, son visage s'éclaira, comme si un miracle s'était accompli. Puis tristement, elle ajouta, je le voyais tout le temps en train d'écrire. Oui. Ça peut pas s'inventer, quoi. C'est quelque chose qui est présent à ta mémoire. Ah oui, il y a des tas de choses qui me sont venues au cours de cette écriture, tu vois. Oui. Alors, le chapitre après Umoru, tu reviens sur le ghetto de Vilna. Oui. Vilna. Oui. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus, parce que c'est vrai que c'est aussi un épisode dramatique. Le ghetto de Vilna, il y avait la femme d'Umoru qui s'appelait Louba, et sa sœur, ma tante Dora. Elles étaient ensemble, et il faut pas oublier qu'il avait eu un bébé. Il avait un bébé de quelques semaines quand il a essayé de se sauver. Le bébé est mort, naturellement, c'est tout ce qu'avait écrit dans le ghetto de Vilna. Et, si tu veux, quand le ghetto de Vilna a été liquidé en 1943, Dora et Louba ont été envoyés à Treblinka. C'est ça, oui. Alors, on va rappeler un petit peu les étapes. C'est-à-dire qu'en juillet 1941, David Umoru, lui, il est arrêté, en pleine rue, du reste. Oui, par les Impatignats. Voilà. Et il est expédié, transféré à la prison Vincent de Vilnius, cette funeste prison, où on va probablement le torturer. Puis il est envoyé à Panerai, qui est un lieu d'exécution épouvantable à proximité de Vilnius. Et hélas, sa femme, Liuba, leur bébé, qui est né le 6 juin 1941, et sa sœur Dora, eux sont envoyés au ghetto de Vilna. Et malheureusement, le bébé va succomber rapidement. Comme l'écrit du reste Schuschrever, dans le livre dont il termine l'écriture à Moscou durant l'été 44. Ça aussi, tu l'as retrouvé. Et lors de la liquidation du ghetto, comme tu l'as rappelé, en 43, Louba et Dora, donc privés du bébé du reste, sont envoyés dans le camp de Treblinka. Et je suis allé à Treblinka, mais à l'époque, je ne savais pas que Dora et Louba avaient été... ne savais pas à ce moment-là. Non, je ne savais pas. Ça fait... j'ai été... Alors, à bon escient, du reste, au cœur de ce chapitre, tu rappelles, parce qu'on l'entend toujours et quelquefois on ignore d'où ça vient, mais il faut quand même le rappeler dans cette émission, c'est que en 1943, Hirsch Glick écrit un poème qui va devenir l'hymne officiel des partisans, et il est impossible de l'écouter sans en être bouleversé. En yiddish. En yiddish, bien sûr, mais la traduction, c'est... maintenant, c'est vrai que c'est devenu, je dirais, un hymne qu'on chante dans toutes les commémorations où on évoque le souvenir des martyrs de Pologne. Ne dis jamais que tu vas de ton dernier pas. Quand les jours bleus sont écrasés sous un ciel bas, l'heure viendra que nous avons tant espéré. Frappant le sol, nos pas diront « Nous sommes là, Zainin du ». Ce qui est frappant, c'est que, au cœur de la tragédie, malgré la tragédie, malgré tout, j'ai envie de dire, il y a toujours une espérance, il y a une petite lumière. Oui, ça c'est extraordinaire. C'est ce que tu as retrouvé, tu t'es abreuvé de ça auprès de ta famille aussi. Oui, absolument.
Absolument, absolument. Ils ont résisté, ils se sont battus, ils ont été courageux, ils ont été pleins d'énergie, et c'est ce qui leur a permis de... C'est ça. Alors, il y a aussi toute la fin de cet ouvrage, et je crois qu'il faut en parler aussi, c'est le moment peut-être de leur rendre hommage, c'est tous ces non-juifs autour de vous qui ont été des personnages magnifiques. Absolument, et j'ai tenu vraiment à leur rendre hommage. Et ils devaient figurer, absolument. Ils devaient figurer parce que ce sont des anonymes dont on ne parle jamais exact. Et à qui il faut rendre hommage. Oui. Et c'est aussi grâce à eux que mes parents se sont intégrés. Oui. Naturellement, ils étaient souples, ils étaient ouverts, mais ils ont été tout de suite acceptés par ces familles qui leur ont fait découvrir la France. Oui. Et qui sont devenus de très chers amis, et qui, jusqu'à leur fin, ils sont restés amis. Alors, il y a comme ça des noms qui fleurent la province. Oui. Le cirque et la foire Saint-Romain. Tu te souviens de ça? Oh là là, et comment? Mais si tu parles de ça à des Rouennais, il va y en avoir des tas de nostalgiques. Ouais. Sur la place du Boulingrin, le long du boulevard de l'Isère à Rouen, solidement construit, trônait le cirque, unique lieu, resté debout après la guerre. Oui. Tu as été dans ce cirque. Oh, et comment? Je te dis, j'ai même vu Johnny Hallyday. Ah bon? Il était tout jeune. Il devait avoir 16 ans. Oui. Il était tout jeune. Il avait un pull gris. Il était coiffé à la Elvis Presley. Ah oui. Il était là avec 2 musiciens. Oui. Et puis moi, je prenais mon petit crème, là. Oui. Et puis, je savais pas qui il allait être, tu vois. Oui. Mais ça coïncidait avec sa disparition, tu vois. C'est comme Roberto Benzi, tu vois, qui est passé. Il y a les Platters qui sont passés là aussi. C'est toute une époque, tu vois. Alors, au chapitre, effectivement, alors on est au Clos Saint-Marc. Clos Saint-Marc. Et puis, à la fin du livre, là, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup ému aussi. Je parlais de la disparition de ta mère, mais là, ce que tu écris sur ton père, c'est aussi très émouvant. Ton père vient de décéder. Il faut rappeler qu'on est le 12 mars 1985, et tu dis qu'il s'est éteint en douceur. Oui. Il s'est éteint en douceur. Donc vous vous retrouvez au fameux cimetière monumental, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Ta sœur va prononcer son éloge funèbre. Oui, tout à fait juste, tout à fait bien. Et donc tu reprends ces mots. Ah oui, exact. Tu reprends les mots prononcés par ta sœur, et toi tu ajoutes: il a fallu qu'il meure pour que bien plus tard je commence à le déchiffrer. C'est ce que je te disais tout à l'heure, ce décalage que nous avons après la découverte de Vievis. Sa disparition a été pour moi un choc, premier mort concret de ma famille qui allait avoir une sépulture, un endroit précis où reposer. J'en étais à la fois fier et impressionné. Mais ce que tu dis là, c'est très important, parce que c'est vrai que la pierre tombale, à ce moment-là, je dirais que ça devient un macum, ça devient vraiment un lieu, surtout pour des familles comme la tienne, comme les nôtres, qui ont été, je dirais, errantes souvent, il faut le savoir. Je ne voudrais pas tomber dans le cliché du juif errant, mais je veux dire, la matérialité, la pierre, c'est pas tout à fait synonyme du peuple juif, d'une certaine manière. Non. Et là, on peut dire qu'avec cet acte-là, on peut dire que la famille, elle est rouennaise dans ses racines, d'une certaine manière. Oui. Elle est implantée, intégrée, et elle est là. C'est ça. Alors, il y a des personnages, des nouveaux rivages, les Shugan, on les voit en photo, les Meyerowitz. Oui. Beaucoup de photos. Ça a été facile pour toi de récupérer toutes ces photos. C'est très rare. J'ai pas mal de photos familiales d'avant-guerre. Oui. Et je trouve que les familles juives n'en ont pas tellement. Oui. Et j'étais très contente de trouver cet éditeur qui a accepté de publier ces photos. Oui. Parce que s'il avait refusé des photos, je pense pas que j'aurais accepté. Parce que c'est très très important pour le lecteur. Bien sûr. Et pour moi aussi, parce que, si tu veux, ça leur donne aussi des racines. Oui. Ils sont là, c'est la pérennité. Tout à fait. Et je dirais, ces photos, elles rythment le livre, elles rythment l'ouvrage.
ça, il y a un côté charnel dans la mesure où c'est concret. Enfin, une photo, scruter une photo, c'est très important parce que on y apprend une foule de choses. Oui. Si on sait la regarder. Si on sait la regarder, il faut être patient. Oui. Mais évidemment, il y a une transparence de la photo d'une certaine manière. Là, je vois par exemple la page 157 sous le titre L'arrivée d'Albert Chouganas en France. Ton père, il est magnifique. Oui. Oui. Cette photo, je dirais, en uniforme, comme ça, mince, élancé. Oui. Il était grand et mince. Grand et mince. Voilà. Oui. 26 mai 1927, un jeudi, Albert Chouganas foule le sol de France pour la première fois à la gare du Nord. Il arrive de Lituanie avec un maigre bagage, de l'énergie et beaucoup de courage après avoir effectué quelques mois auparavant son service militaire à Alitus, dans le 6e régiment d'artillerie du 28 septembre 1925 au 28 septembre 1926. Ton père, il fait partie de ces hommes, de ces Menschen qui étaient déjà aguerris. Et je dois dire qu'au moment de l'occupation, il pressent ce qui va arriver. C'est pour ça que, je dirais, il prend vite la fuite et il comprend d'une certaine manière ce qui peut arriver aux Juifs par la suite. Il avait un sens. Voilà. Il avait un sens de la résistance. C'est ça. Et c'était pas un homme qui était agressif, ni combatif, mais il avait le sens du danger. C'est ça. Et il a su faire ce qu'il fallait faire. Il a été très intelligent parce qu'il a jamais voulu qu'on soit ensemble. Il a éparpillé les uns et les autres à droite et à gauche. Lui, il est dans les fermes. Il a fait tout de même. Il a été mobilisé au moment de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Oui. Et il a été mobilisé justement dans le Gers, où il s'était fait des amis avec les paysans. Oui. Et quand maman a dû le rejoindre en zone libre, eh bien, voilà, c'est grâce à ça, il avait préparé plus ou moins notre arrivée. Oui. Alors Odile, le livre, ça y est, il est là, il est beau. Non, franchement, c'est un beau livre. Tu te sens apaisé? Oui. Quel écho tu reçois avec cet ouvrage? Dis-nous un peu. Extérieur. Oui, enfin, quand tu le présentes, quand tu écoute, tu es le premier. Ah bon? Oh là là, je suis le premier, d'accord. C'est vraiment un privilège. Ah bon? Non, mais autour de toi. Non, mais autour de toi, la famille, les amis, on te redécouvre aussi, on voit que... Eh ben, écoute, là, j'ai reçu un mail. Oui. Martine Gosselin, je sais pas si tu la connais. Et elle a reçu le livre en service de presse aussi. Oui. Elle m'a envoyé un mail quand j'étais à Jérusalem. Tu as de bons échos, tu as de bons échos. De bons échos, oui. Alors, tu as de bons échos, et puis, je dirais, dans une ambiance aujourd'hui qui est inquiétante. Nauséabonde. Je voudrais pas faire un commentaire politique. Non. Mais je voudrais aussi avoir ton sentiment, parce que moi, je dois le dire, je l'ai dit en préambule de l'émission, j'ai véritablement été horrifié parce que nous avons vu le saccage de l'Arc de Triomphe. Je ne pouvais pas penser que ça pouvait être possible aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu as éprouvé aussi le même sentiment? Toi, tu étais en Israël à ce moment-là. Moi, j'étais en Israël. Et tu voyais Antenne 2, France 2, non, c'est ça? Les deux. Les deux, d'accord. Antenne 2, Antenne 2, c'est la même chose. D'accord. Antenne 2 et I24. D'accord. Ils ont relayé l'info et les images en même temps. Il y avait évidemment du monde autour de toi, je suppose. J'étais chez un ami. Quelle réaction tu as vue à ce moment-là? Atterrés. Ils se sont dit, mais où va la France? Les gens n'ont plus du tout de retenue. Ils ne savent pas comment réagir. Et c'est pas en cassant qu'on va arriver à quelque chose. Non, mais il y a une brutalité incroyable. Ah oui. C'est bon. Alors évidemment. Il paraît que samedi prochain, il va y avoir à nouveau. Oui. On espère de tout cœur qu'on ne reverra pas le même genre d'image. Absolument. Comme je le disais en préambule, c'est véritablement traumatique, quoi. Parce qu'on espérait beaucoup, et puis là. Alors, ce livre est achevé. Je pense que tu dois avoir aussi un projet sous roche. Oui. Alors, vas-y, c'est le moment de nous en parler parce que je te reverrai une prochaine fois. Avec plaisir. Alors, où est-ce que tu en es là? Écoute, pour le moment, je vais commencer la promotion, mais néanmoins, je peux pas m'empêcher de penser au prochain. Tu vas me dire que je suis vraiment abonné. Mais non, je dirais que ça, c'est le privilège
de l'auteur, de l'écrivain. C'est-à-dire, un livre achevé, on est heureux, mais il faut penser au suivant. Ben, exactement. C'est-à-dire que j'ai pas mal de photos familiales et j'estime, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais j'ai beaucoup de photos familiales qui sont assez belles, tu vois. Oui. Et les photos en noir et blanc ont beaucoup de cachet. Absolument. Et tu prévois peut-être un album, quelque chose comme ça. Avec des légendes. Avec des légendes, avec des explications, et etc. Oui. J'y pense. Les derniers voyages que tu as pu faire en Lituanie, tu en referas d'autres certainement, parce que cet ouvrage-là, je pense qu'il va être traduit. Il va être traduit. Ben, j'espère qu'il faudrait que tout le monde me demande en anglais. Ma famille. Oui, mais même pour les Lituaniens, je veux dire. Mais ce serait très très important. Alors, parce que le dernier voyage que tu as fait c'était en 2016. En 2016, donc il y a 2 ans. Tout juste 2 ans. Comment tu as été reçu là-bas à ce moment-là? Eh ben, écoute, j'ai été assez bien reçu. Surtout, j'ai rencontré l'ambassadeur d'Israël, d'Israël en Lituanie, à Vilnius, un homme absolument charmant qui était très intéressé par mes recherches, etc., etc. Et il avait été justement dans la synagogue où allaient mes grands-parents. Et on en a beaucoup parlé. Là, justement, ce retour à la synagogue de tes grands-parents, ça tient aussi à un chapitre du livre qui est aussi très émouvant, je tiens à le dire. Et rappelez donc ce beau livre, Saga d'une famille juive, Odile Souganas, de la cour de Catherine II à la France d'aujourd'hui, édition Jourdan. Et je te dis qu'un seul mot, Razak, comme on dit, Razak. Ah, je connais pas ce mot. Razak, ça veut dire, ça veut dire bravo, si tu veux. Non, c'est de l'hébreu. Donc, Razak, parce que c'est effectivement une belle réussite, un beau livre. Merci Odile. Chers amis, à mercredi prochain.